dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants, un dossier spécial consacré à sortir du nucléaire. Nous allons parler des transports de déchets radioactifs. Et nous serons en compagnie de Marc Saint-Armand et nous ferons le point sur la situation actuelle. À tout de suite. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Nous sommes en compagnie de Marc Saint-Armand de Sortir du nucléaire. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci à vous, bonjour. Alors rappelons, si vous le voulez bien, les actions de Sortir du nucléaire et quels sont les objectifs de l'association. Donc l'association Sortir du nucléaire s'est fixée pour objectif déjà d'obtenir une décision politique immédiate de sortie du nucléaire. Ça, elle a fixé ça il y a 15 ans lors de sa constitution. Et depuis, les choses ont évolué avec les problèmes qu'il y a eu sur les parcs nucléaires au niveau mondial. Et donc, on est en train d'évoluer vers une sortie plus rapide du nucléaire. Sur le fait de succès, bon, on a actuellement quelques succès juridiques. Ça se limite à peu près à ça. C'est-à-dire qu'on arrive à faire condamner Areva et EDF. Pour la première fois, on a fait condamner EDF pour des rejets intempestifs dans la nappe phréatique. Et c'est qu'un début, puisqu'on a 30 procédures en cours, dont 15 qui ont été déposées contre EDF sur ces fonctionnements aléatoires. Alors, depuis l'élection de François Hollande, où en est-on ? Eh bien, ça nous ramène quelques années en arrière, quand une ministre de Jacques Chirac disait... C'était Corinne Lepage, elle disait qu'elle avait fait un livre là-dessus en expliquant « on ne peut rien faire, madame le ministre ». C'est-à-dire qu'elle voulait essayer de faire bouger les choses en matière nucléaire, elle n'y arrivait pas. Et on se retrouve aujourd'hui à peu près dans le même état de fait, parce que, par exemple, sur la fermeture de Fessenheim, sur laquelle s'était engagé donc Hollande pendant la campagne électorale, et qui compte bien mettre en œuvre, qui est pour nous un épiphénomène, hein, c'est pas notre objectif. Nous, il est beaucoup plus large que ça. Mais déjà sur cet objectif-là... le Roy Tanguy, qui était donc présumé rentrer sur la centrale pour discuter avec les organisations syndicales et la direction, a été empêché de rentrer par les syndicats devant la porte. Donc il a été interdit de rentrer sur le site. Ce qui veut dire qu'il y a déjà des choses qui ne se passent pas normalement sur un plan politique. Ensuite, donc sur un gain qui est certain, c'est que pour l'instant, l'EPR, le second EPR qui devait se faire à Penly ne se fera pas. Mais ça, sur une question économique simple et pure, c'était une aberration. Donc ça, il y a pas grand-chose de nouveau. Même Sarkozy, s'il était resté au gouvernement, n'aurait pas pu faire un deuxième EPR. Financièrement, c'était une aberration. Simplement, sur les grands projets comme ITER, donc le projet de fusion thermonucléaire, là, on continue bien en tête malgré que les budgets explosent. Sur le laser mégajoule, c'est pareil, il y a absolument rien de changé. Et sur les aspects militaires, donc Hollande a annoncé qu'il maintenait les forces aéroportées, atomiques et sous-marines, alors que les budgets sont difficiles à tenir et il maintient donc ses caps sur le nucléaire militaire également. Voilà, donc pour nous, fondamentalement, sa réduction de 25% de la part du nucléaire dans la production électrique sur 12 ans, ce qu'il avait annoncé à la campagne, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement tenir, mais pour nous, c'est pas du tout satisfaisant, quoi. Alors aujourd'hui, quel est votre objectif ? Alors, nous, notre objectif, c'est d'obtenir la fermeture des réacteurs qui ont passé l'âge de conception qui était de 30 ans, et non pas, comme vient de le dire encore aujourd'hui M. Proglio, qui sentant qu'il a sauvé sa tête, s'ébroue et demande à ce qu'on prolonge donc les réacteurs à 40 et 60 ans, voire 60 ans, et il demande déjà que la politique du gouvernement soit claire là-dessus et qu'on lui donne un peu les coups des franches pour pouvoir foncer là-dessus. Voilà. Donc c'est une aberration bien sûr technique de vouloir faire ça. Et c'est surtout un danger. Intrinsèquement, on l'a vu, le nucléaire est dangereux, puisque de toute façon, c'était la centrale Three Mile Island, quand le cœur a fondu aux États-Unis, le réacteur avait 8 ans. Tchernobyl, le réacteur avait 2 ans. Donc déjà 30 ans, c'est déjà pas la panacée. Mais c'est un début de ce qui doit être effectué. Et c'est ce qu'a fait donc Angela Merkel quand il y a eu le problème à Fukushima. Elle a fermé immédiatement cet réacteur et qu'elle n'a pas réactivé. Pour nous, déjà, c'est la fermeture des réacteurs qui ont passé l'âge prévu à la conception. Ensuite, donc, la fermeture de la Hague, ça c'est une évidence, parce que là, sur le pseudo-recyclage où on met du MOX, donc ce fameux combustible qui est hyper dangereux,
On a vu sur le réacteur 3 à Fukushima ces dégâts qui sont démentis par le CEA, etc., le commissariat à l'énergie atomique, mais qui sont bien réels. Donc tout ça fait que la Hague doit également être fermée, l'usine de retraitement, et puis arrêter d'accroître les capacités d'enrichissement à Narbonne ou dans le Gard. Alors aujourd'hui, quelle est la situation d'une manière générale en France concernant les réacteurs? Ils sont dans quel état? Pour l'instant, les réacteurs en France ont été confirmés, auto-confirmés par des examens sommaires comme étant fiables à pouvoir continuer de fonctionner suite au retour de Fukushima. C'est absolument faux. Si aujourd'hui on voulait lancer un réacteur, quel que soit le réacteur des 58 français, serait mis en service aujourd'hui, il aurait une interdiction de démarrer par rapport à tout un tas de problèmes qui ont été avérés sur Tchernobyl et Fukushima. Et donc ces réacteurs-là n'auraient pas d'autorisation de première mise en service. Aucun. Et pour ce qui concerne l'EPR, c'est exactement la même chose. Il y aurait des travaux à faire, en particulier sur la salle de commande, là où se tiennent les opérateurs pour piloter la centrale. Et puis, l'expérience à Fukushima montre qu'il faudrait déplacer ce poste de pilotage. Et tout ça donc fait qu'aujourd'hui, même l'EPR, qui est soi-disant la panacée, en fait c'est la ligne Maginot, quoi. Et là-dessus, pour nous, il est clair qu'il est urgent de passer à l'acte de fermeture des réacteurs. Alors des travaux qui coûteraient certainement très cher. Alors voilà, là vous avez mis le doigt sur le problème, c'est-à-dire qu'en plus d'être inefficient, il coûterait excessivement cher. Et là actuellement, sur Fessenheim en particulier, EDF a engagé délibérément et à sens unique, sans discussion, avant les élections présidentielles, des travaux pour rendre la fermeture, la continuation du réacteur de Fessenheim irréversible. Mais là-dessus, de toute façon, on voit mal comment des travaux de génie civil pourraient être réalisés et validés par EDF et que ces travaux pourraient être validés par l'autorité de sûreté nucléaire. Mais là-dessus aussi, on va voir, puisqu'il y a eu une évolution, il y a un changement de direction à la tête de l'autorité de sûreté nucléaire, puisque l'ancien directeur vient de partir à la retraite, c'était donc André-Claude Lacoste, il a été remplacé. Donc on va voir le nouveau directeur. Pour l'instant, on n'a pas d'a priori, mais on ne se fait pas trop d'illusions sur l'autorité de sûreté nucléaire, qui est plutôt à accompagner le nucléaire que à le critiquer sérieusement. Déjà par faute de moyens essentiellement. Et on voit que depuis qu'on a lancé, nous, des procédures juridiques à l'encontre d'EDF, l'autorité de sûreté nucléaire devient un peu plus virile. Elle commence à faire des menaces de procès-verbaux, tout ce qu'elle n'avait pas fait jusqu'à ce que nous, on obtienne des condamnations. Alors il y aurait un convoi de déchets nucléaires qui devrait quitter l'Italie. Voilà. Donc ça devrait se faire dans les jours qui suivent. Et ce sont donc des déchets qui proviennent des réacteurs, puisque l'Italie a fait le choix par référendum en 87 de quitter le nucléaire. Monsieur Berlusconi a voulu retenter un référendum à nouveau pour essayer de relancer. Et puis quand il a vu la tournure que ça prenait, il a essayé de l'interdire. Et c'est la constitution italienne qui a permis que le référendum se tienne, qui a eu lieu et qui a en 2011 la population s'est prononcée à une très grande majorité pour l'arrêt du nucléaire, ce qui fait qu'il n'y a pas de réacteurs qui se construiront en Italie. Et là, ça a été un grand coup pour la France, puisqu'elle avait prévu de vendre 4 réacteurs EPR, donc des 4 monstres aux Italiens, et ça, c'est un contrat qui est perdu de plus. Et pour nous, c'est une très bonne chose. Et donc, ils avaient des vieux réacteurs, des réacteurs à eau bouillante, il y en avait 2, des réacteurs à eau sous pression, comme nous avons en France, il y en avait un, et un expérimental, donc au graphite gaz. Et ces 5 réacteurs ont produit des déchets. Et aujourd'hui, l'Italie distille vers la France ces déchets-là au motif de recyclage. En fait, quand on recycle, c'est qu'on veut réutiliser. Comme l'Italie n'a pas de perspective dans le nucléaire, c'est vraiment pour jouer la montre sur la gestion des déchets radioactifs. Et en attendant, c'est la France qui encaisse les déchets italiens. Alors justement, il y aurait des problèmes de stockage en France. Alors en France, sur les stockages propres à ce qui est des déchets français, il y a tout un tas de problèmes qui ont été révélés. Donc les contaminations des sites de la Hague sont avérées sur les stockages à l'époque de l'Andra qui sont aujourd'hui donc à Areva. Il y a des contaminations d'environnement très importantes, nappes phréatiques et environnement. Et là déjà sur les déchets français, et qu'il faut pour lesquels il faut trouver un moyen de stockage. Le projet, c'est donc le site de Bure pour l'enfouissement des déchets, donc la technique on cache les déchets, et la solution est trouvée et donc on peut continuer le nucléaire.
aucun pays au monde n'a encore trouvé de solution. Il y a Okulito, pour la prononciation, en Finlande, où il y a un site qui est en train d'être construit pour enfouir à grande profondeur les déchets nucléaires. Mais tout ça signifie qu'il faut prévoir pour la durée de vie de ces déchets, c'est-à-dire plusieurs centaines de milliers d'années, une stabilité géologique, et ça, au niveau mondial, c'est aujourd'hui quelque chose qui est impossible. Et donc, là, la France est également sur ce problème de stockage pour ses propres déchets. Et là, actuellement, grâce aux travaux de Greenpeace, du réseau, etc., la transparence commence à apparaître sur la réalité des déchets et sur ce qui est fait, et en particulier donc les stockages qui devaient être faits à droite ou à gauche et qui ne peuvent aujourd'hui pas se réaliser. Quels sont les problèmes qu'engendre ce stockage de déchets nucléaires, notamment en France? La France est quand même pas un grand pays. Qu'est-ce que ça peut engendrer comme problème? Alors les problèmes sont de divers ordres. La première phase du nucléaire, c'était simple. L'Angleterre, la France, les États-Unis, tous les pays rejetaient les déchets dans l'océan, les Russes, bon. Et puis Greenpeace a fait des campagnes, et là on a commencé à se dire peut-être que c'est pas très sérieux. Et donc l'immersion a été interdite. Et depuis, donc, il faut trouver des solutions. Et les solutions, elles sont recherchées parce qu'il y a plusieurs types de déchets. Donc il y a les faibles activités. Ça, c'est des appellations, parce que faible activité, ça ne veut pas dire qu'on peut s'y asseoir à côté et qu'on n'a pas de problème. Voilà. C'est pas du tout ça. Il y a les faibles activités vie longue, les faibles activités, les moyennes activités, etc. Donc il y a plein de classifications qui sont différentes suivant les pays, qui englobent certains types de déchets. Et pour chacun de ces types de déchets, en France, il faut trouver des sites de stockage qui soient donc provisoires ou définitifs. Par exemple, pour le démantèlement de la centrale nucléaire bretonne de Brennilis, il avait été prévu un stockage à côté d'un site nucléaire, donc sur le Rhône. Et puis un riverain a attaqué en justice, il a obtenu gain de cause, et donc le site est bloqué, et le démantèlement de fait de la centrale nucléaire de Brennilis est bloqué. Donc si vous voulez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, et là-dessus c'est sur un type de déchets. Et après ce que j'évoquais tout à l'heure, donc les hautes activités vie longue, et là cela, il faut mettre des isolations par rapport à l'environnement et à l'homme pour des milliers d'années. Et aujourd'hui, c'est une gageure impossible à tenir parce que on l'a vu il y a une dizaine d'années en Allemagne, ils avaient fait la démonstration que sur des fûts qui avaient été déshydratés, qui ont été ouverts au bout de 10 ans, il y avait des traces d'humidité, ce qui signifiait une corrosion des fûts à 50 ans. Et là, on parle de milliers d'années. Donc ça veut dire qu'il faudrait éventuellement faire des reprises de déchets, mais des reprises par des robots, parce que plus aucun homme ne peut s'approcher. Alors il y a combien de sites d'enfouissement en France? Alors, pour ce qui est des sites d'enfouissement, si on parle des sites avérés, bien cernés, il y en a beaucoup. Je ne vous donnerai pas le chiffre, parce qu'il y en a, c'est par plusieurs... Un ordre d'idée? C'est des centaines. Des centaines? Si vous prenez par exemple l'exploitation des mines d'uranium, essentiellement dans le Limousin, vous avez des dizaines et des dizaines de sites où il y a des milliers de tonnes d'uranium qui a été concassé, qui a été laissé sur place et qui percole donc, puisque c'est du concassage, il y a une part d'uranium qui a été extraite et l'autre qui est restée dans le minerai. Et comme c'est concassé, cette radioactivité qui était figée dans la roche depuis des millénaires se retrouve donc dispersée par les vents et par la pluie. Et tout ça contamine tout l'environnement. C'est ce qu'on avait vu à un moment donné avec la contamination de l'eau de Limoges par les mines du Limousin. Elle était contaminée radioactivement. Et donc ça, c'est un des éléments. Après, vous avez la chaîne du nucléaire, donc qui est l'unité à Narbonne, où le yellow cake qui arrive d'Afrique est traité. Et à ce moment-là, il y a la contamination aérienne et des sols par les stockages des bassins de rétention, qui sont des milliers de tonnes, qui sont avec de l'uranium, etc. Donc si vous voulez, aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait donner un chiffre là-dessus, c'est quasiment impossible. L'ANDRA, donc qui gère les déchets radioactifs, a effectué des registres que vous pouvez consulter sur Internet, qui montrent la diversité et le nombre de déchets qui sont, et de sites de déchets qui sont en France. Et tout ça, donc, on peut voir qu'il y a de la contamination de la nappe phréatique et de l'atmosphère en tritium, en radioéléments, soit naturels si c'est les mines, soit artificiels si c'est des unités de retraitement ou de recyclage. Alors aujourd'hui, à part Narbonne, dans le sud de la France, chez nous, est-ce qu'il y a d'autres sites? Alors, il y a du côté dans l'Hérault, il y a quelques mines d'uranium également.
essentiellement donc les unités de production dans le sud, les unités de production de Golfech et de Bordeaux, donc de Blaye, qui elles font des rejets chroniques dans l'environnement de radioactivité. Donc là, on mesure une contamination chronique proche de la centrale, mais qui est, lors des mesures, qui est faible. Mais ce qui ne veut absolument rien dire, puisque par rapport au fond naturel, par exemple pour le tritium, on arrive à multiplier par 100 000 l'activité naturelle qui était avant les essais atomiques ou les démarrages des centrales nucléaires. Donc si vous voulez, aujourd'hui on peut mesurer ça. Et dans les éléments, dans les questions que vous posiez tout à l'heure, sur les 58 réacteurs, ce qui a été avéré, donc on en a sûrement déjà parlé, c'est le doublement des leucémies infantiles dans le périmètre de 5 km des centrales nucléaires. Et donc si vous voulez, là-dessus, pour nous, ça c'est une des mesures aussi qu'on sollicite, c'est l'évacuation, puisque les réacteurs pour l'instant ne sont pas envisagés d'être mis à l'arrêt, c'est l'évacuation des femmes, des femmes enceintes et des enfants dans ce périmètre de 5 km autour des centrales. Voilà. Donc ça c'est des choses concrètes parce que il y a ce doublement de leucémie infantile qui a été constaté dans ce périmètre de 5 km. Et côté sud-est, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, est-ce qu'il y a des sites comme ça d'enfouissement? Alors, du côté de la Provence, oui, il y a énormément de sites, puisque c'est, en fait, vous avez les deux pôles qui sont très radioactifs, c'est La Hague et donc la Provence. Et là, vous avez effectivement de nombreux sites qui vont puisque c'était les premières bombes atomiques ont été préparées à Marcoule, et tout ça a laissé des traces indélébiles dans l'environnement, puisque des radioéléments comme le plutonium ont des demi-vies de 24 000 ans, etc. Donc on est vraiment sur des contaminations à très long terme. Il a été retrouvé il y a quelques années, et là on n'en parle plus beaucoup, du plutonium dans du riz de Camargue. Donc ce qui veut dire qu'il y a eu une contamination large de l'environnement. Et dans le Gard, on nous pose souvent la question, est-ce que dans le Gard il y a des problèmes comme ça de pollution nucléaire? Dans le Gard également, oui. Parce qu'il y a également des sites dans le Gard. Alors, j'ai pas tous les sites en tête, mais il y a effectivement de la contamination qui se fait par voie aérienne et par voie donc. Par voie aérienne. Voilà. Donc, il se fait par les rejets atmosphériques, puisque tous les sites nucléaires, comme je l'évoquais pour les centrales tout à l'heure, ont des rejets atmosphériques qui sont légaux, qui sont pas basés sur des aspects sanitaires, ou qui sont simplement basés sur des besoins industriels d'EDF ou d'Areva ou du commissariat à l'énergie atomique qui a besoin d'effectuer des rejets pour ces travaux, et en fonction, on estime à peu près ce qu'ils ont besoin de rejeter et on fixe une réglementation au-delà de ces besoins pour dire voilà, la réglementation c'est telle chose, c'est tel chiffre en tritium, c'est tel chiffre en carbone 14, etc. Donc vous pouvez rejeter la radioactivité artificielle, mais dans certaines limites qui ont été fixées par des besoins industriels et surtout pas par des limites biologiques. Ouais, et puis c'est surtout un phénomène d'accumulation, je suppose. Voilà. Voilà. Donc ça aussi, c'est un problème comme vous l'évoquez, dans l'organisme. Bon, il y a eu des années de manipulation qui sont en train de tomber, puisqu'il y a une méta-étude qui est parue récemment et qui montre que le premier becquerel est dangereux. Donc déjà, côté naturel, il y a de la radioactivité naturelle qui n'est pas sans impact sanitaire. Et là-dessus, ce que disait à l'époque un médecin suisse, c'est qu'il ne fallait surtout pas rajouter de radioactivité artificielle dessus, parce que les dégâts étaient suffisants déjà par la radioactivité naturelle. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Marc Saint-Armand de Sortir du nucléaire. Est-ce que vous avez eu des contacts avec le gouvernement de François Hollande et peut-être François Hollande lui-même? Non, pas encore. Pour l'instant, on est en train de travailler à avoir ce genre d'échange parce que on a vraiment des choses à porter. Pour l'instant, on n'est pas du tout en liaison avec le gouvernement ni avec le chef de l'État. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont conscients des dangers? Alors, la conscience des dangers, de mon point de vue, il y a quelques personnes qui le sont, au moins au niveau des ministres d'Europe Écologie Les Verts, puisqu'on a pu entendre à l'Assemblée nationale, ça c'est intéressant, depuis qu'il y a le groupe donc des Europe Écologie Les Verts, on a pu entendre un discours qui était très clair par rapport au risque nucléaire, au retour de Fukushima, c'est Denis Baupin qui avait tenu ce discours, et c'était parfaitement clair. Pour
pour les autres ministres et pour le chef de l'État, c'est tout à fait l'inverse, puisque, enfin, le chef d'État, je ne sais pas, puisque lui, il est plutôt sur la réserve, mais ce qui est sûr, c'est que des ministres comme... il y a eu de nombreux ministres qui se sont exprimés pour dire clairement que pour eux, le nucléaire était l'avenir. Qu'en est-il justement des énergies renouvelables qu'on traîne souvent en dérision finalement? Est-ce qu'il y a du nouveau au niveau de la recherche? Est-ce que dans les années à venir, ces énergies vont percer? Où en est-on? Alors, je crois qu'on critique parce qu'il y a une caricature systématique qui se fait vis-à-vis de l'Allemagne en disant ouais, c'est la lignite qui remplace leur nucléaire, etc. Il faut savoir qu'en 2011, l'Allemagne a baissé sa production de CO2. Donc, ils ont fermé des centrales nucléaires et ils ont baissé leur production de CO2 et sans décroissance en plus. Bon, ça c'est quand même un point notable. Et donc il y a toujours une dérision, comme vous le dites, et un dénigrement des énergies renouvelables. De toute façon, il y a de nombreux pays qui, sous la pression des populations, parce que l'idée c'est un peu ça, c'est que les industriels et les dirigeants travaillent à la continuation du nucléaire, un peu ce que je disais au départ, c'est-à-dire que c'est un État dans l'État, le nucléaire, et qui fait un peu sa politique et il gère comme il veut. Sauf que aujourd'hui il y a deux options qui s'affrontent au niveau mondial. C'est d'un côté les populations, quelles qu'elles soient, que ce soit en Chine, que ce soit au Japon, que ce soit en Inde ou que ce soit en Égypte, qui s'opposent au nucléaire et qui se battent sur le terrain. Il y a eu des morts en Inde récemment sur la lutte, sur la résistance à la construction du nucléaire. Et donc les populations ont vu les images de Fukushima et ne se laissent pas tromper sur la réalité du nucléaire. Et derrière, les dirigeants politiques continuent à faire donc la promotion du nucléaire. Et c'est, à mon avis, c'est dans ce conflit, celui qui l'emportera aujourd'hui, ça se décide pour que ce soit les populations, malgré que, comme en Angleterre, par exemple, on l'a vu en 2011, l'été 2011, le Guardian a produit des documents qui montraient une manipulation et une entente entre Areva, les médias anglais, le gouvernement anglais, EDF, etc., Westinghouse, qui montrait une omerta et une manipulation sur les informations de Fukushima. Donc, il y avait ça qui était fait d'un côté, mais de l'autre côté, la population n'était pas forcément dupe de cette chose-là. Et ça, c'est un élément important. L'Angleterre va être un élément important, puisqu'il y a plusieurs EPR qui sont en prévision de vente en Angleterre, que l'État anglais est prêt à mettre en route ce processus, que la France, bien sûr, est prête à vendre des EPR. Elle a des problèmes financiers à l'exportation, c'est la crise. Donc, et là, on va mesurer, parce que des voix s'élèvent maintenant sur l'aspect financier. Donc, on ne sera peut-être pas sauvé pour des problèmes sanitaires, mais on sera sauvé pour des problèmes simplement financiers. Parce qu'on a l'impression aussi qu'on inculque dans la tête des gens qu'on ne peut pas se passer du nucléaire, que finalement, c'est la seule solution et que, bon, les énergies renouvelables, c'est de la rigolade. Voilà. Donc ça c'est quand on entend ça, c'est assez révoltant, parce que quand on voit, par exemple, sur certains méridiens, sur certains parallèles, comment des populations peuvent vivre pratiquement à 100% avec les renouvelables. Dans nos méridiens à nous, on est sûr qu'on peut également tendre là. Vous parliez tout à l'heure de nouvelles technologies et tout ça. Il n'y a pas réellement besoin, puisque le premier poste, comme ça avait déjà été évoqué ici, c'était les économies d'énergie. Et en finalité, le nucléaire au niveau mondial ne représente que 2% de l'énergie finale consommée par l'humanité. Ça, c'est les chiffres officiels de l'Agence à l'énergie nucléaire, donc de l'AIEA et l'Agence internationale à l'énergie atomique. Et donc ça, c'est des chiffres officiels et qui montrent qu'en énergie finale, ça ne représente absolument rien. Et dans ce contexte-là, on est sûr qu'on peut se passer du nucléaire. Aujourd'hui, on peut s'en passer. Pour la question de l'effet de serre, c'est un second problème qui est peut-être moins urgent vis-à-vis des déchets pour l'éternité et vis-à-vis du risque nucléaire. C'est quand même un problème important, et c'est sûr que des choses sont mises en place, en particulier en Allemagne, pour limiter ces problèmes d'effet de serre. Et je citais leur baisse de production de CO2 en 2011, sans baisse de consommation énergétique. Ça, c'est quand même assez important, quoi. Est-ce qu'on a des exemples d'autres pays qui fonctionnent justement sans le nucléaire? Alors, il y a des pays qui sont chanceux, des pays nordiques qui sont essentiellement sur l'hydraulique. Il y a pas mal de pays qui font des efforts. Si vous voulez, ce qui est important, c'est ça, c'est qu'on n'est pas dans un domaine de recherche, un peu dans le domaine marin. Parce que pour ce qui est du domaine terrestre, c'est clair.
c'est l'éolien, les tripales, ça c'est quelque chose qui est universellement reconnu comme le plus efficace. Pour le niveau marin, ça c'est en train d'être discuté, puisqu'il y a plusieurs systèmes qui sont mis en service. On peut encore parler d'expérimentation, mais pour ce qui est de tous les domaines du renouvelable, faut plus parler d'expérimentation. On est dans des industries qui sont confirmées. Ouais. Et c'est des choses qui fonctionnent bien, que ce soit le solaire thermique ou le solaire photovoltaïque, ce sont des technologies qui sont également confirmées. On n'est pas dans la recherche là-dessus. Si on trouve des efficacités supérieures avec des coûts inférieurs, ça c'est toujours bon à prendre, mais ce qui est sûr, c'est que les courbes, aux États-Unis, s'étaient inversées il y a 4-5 ans entre le prix du kilowatt nucléaire qui augmentait et le prix des renouvelables qui baissait. Les courbes s'étaient croisées il y a 4-5 ans aux États-Unis. Chez nous, elles commencent à se croiser actuellement, malgré que le nucléaire soit encore une énergie subventionnée, bien sûr. Alors finalement, c'est une industrie, les énergies renouvelables, qui est freinée. Absolument. Aujourd'hui, il y a un geste qui vient d'être fait il y a quelques jours au niveau du solaire, mais on attend de voir les applications pratiques, parce qu'on a tellement été échaudé en France là-dessus. Il y aurait une volonté de relance des renouvelables. On va voir concrètement ce qui va être décidé, mais comme j'évoquais tout à l'heure, le premier point, c'est l'économie d'énergie, et donc travail sur l'habitat, sur l'isolation et sur les baisses de consommation d'énergie. Il y avait une technique là, c'était l'hydrolienne, je crois, sur la mer, l'hydrolienne, c'est ça? Voilà, alors justement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport au processus. On est effectivement en mode de recherche, encore dans l'expérimentation. Ouais. Il y a les pélamis, qui sont des genres de wagons attachés les uns aux autres avec des systèmes de pistons qui font tourner des alternateurs. Donc il y a des éléments qui aujourd'hui montrent comme vous évoquiez les hydroliennes, il y a des éléments qui montrent qu'il y a des capacités de production. Et aucun procédé n'a montré une efficacité nettement supérieure pour emporter le morceau aujourd'hui. Mais tous ces procédés sont relativement efficaces quand même. Ça, c'est des procédés qui fonctionnent très très bien aujourd'hui. Alors justement, pourquoi ne pas aider la recherche ? Au lieu de dépenser de l'argent dans des démantèlements, dans des constructions de centrales qui finalement coûtent vraiment très très cher, pourquoi ne pas aider les gens qui font de la recherche ? Mais écoutez, c'est là qu'on mesure la puissance des industriels et du lobby atomique mondial, parce que de toute façon, il ne faut pas se leurrer, dans la manipulation sur l'information sur Fukushima, dans le freinage des énergies renouvelables, on retrouve toujours l'Agence internationale d'énergie atomique qui est maître d'œuvre. La pieuvre atomique est en route, et on peut parler de mafia atomique au niveau mondial, et qui freine donc tout ce développement des énergies renouvelables, et en particulier sur ce que vous évoquiez, les budgets. On était en France, il y a quelques années, on était à 1% sur les renouvelables et 100% pour le nucléaire. Donc c'était des volontés délibérées de toute la filière atomique de poursuivre dans ce créneau-là. Mais on l'avait montré avec le réacteur EPR à travers une étude de cette vente des Cotentin, du Cotentin. Donc l'étude avait montré qu'on produisait 2 fois plus d'emplois et 2 fois plus d'électricité avec les énergies renouvelables qu'avec le PR. Et ça, c'était à l'époque où le PR était chiffré à 3,3 milliards d'euros. Aujourd'hui, qu'il est à 8,5 milliards, on est dans des chiffres qui sont 6 à 8 fois supérieurs en production d'énergie et en emploi. Et en plus, ce sont des emplois décentralisés. C'est quelque chose qui est irréversible. La France prend du retard. Jusqu'à quand on va voir, parce que l'Allemagne, par contre, qui est, comme je disais tout à l'heure, je fais le suivi de l'information pour le réseau sortir du nucléaire, et je vois pas une information produite sur l'énergie en Allemagne qui ne soit pas caricaturale. C'est vraiment de la caricature, et c'est du dénigrement permanent. Alors que l'Allemagne est en train de lancer un pari gagnant. Là. C'est quasi certain. Alors, quelles vont être vos actions dans les mois à venir ? Alors, pour l'instant, c'est la préparation d'une grande manifestation à Paris, où on va essayer d'entourer les lieux du pourvoir. C'est le 9 mars 2013, donc on se retrouve à faire une grande chaîne humaine à Paris, et on va essayer de faire monter la pression avec des dizaines de milliers de personnes pour manifester notre volonté de sortie du nucléaire. Et peut-être avoir justement des contacts avec le gouvernement, essayer de toucher directement François Hollande, peut-être, non, je sais pas. Mais j'espère bien qu'on va y arriver, et de toute façon, ça fait partie des éléments qui restent importants, même si certains parmi nous pensent que de toute façon, ils sont tellement inféodés que
au lobby nucléaire et que ça ne sert à rien. Mais nous, ça fait partie des éléments qui doivent être exploités. Et puis, je le rappelle, on est une fédération, il y a donc 950 associations qui sont fédérées au réseau Sortir du nucléaire. Et donc, il y a des visions qui sont très diverses sur les aspects. On n'est pas monolithique, on n'a pas une vision verticale des décisions à prendre. C'est des choses qui se prennent de façon horizontale et en discussion avec des groupes qui proposent des choses qui sont retenues ou pas au niveau national pour les actions collectives. Ce que vous évoquez vis-à-vis du politique, c'est quelque chose qui est en cours de discussion. Alors justement, les citoyens français sont directement touchés par ce problème du nucléaire. Alors comment peut-on vous aider aujourd'hui, concrètement? Écoutez, déjà... Bon, il y a les soutiens financiers qui permettent de mener des campagnes, il y a pas mal de choses comme ça. Il y a surtout le fait que eux peuvent devenir acteurs en informant le réseau sur ce qu'ils constatent autour de chez eux, observer sur les transports de déchets. Par exemple, il y a plein de personnes qui vont se mobiliser sur le transport italien. Si par hasard l'action en justice n'est pas menée au bout et que le convoi ne soit pas interdit par la justice française, s'il part, à ce moment-là, il y aura des citoyens en bord de voie qui nous informeront, qui manifesteront pour dénoncer leur désapprobation de ces transports-là. Et donc, il y a des actions qui peuvent être menées, donc d'information, de suivi et de relais aussi. Par exemple, là, je vois, on a ici sur le sud-ouest, on a fait cette année une quarantaine de soirées où des gens nous ont appelés pour venir parler sur le nucléaire. Eux avaient choisi un film sur lequel, bon, il y a eu des films sur Tchernobyl, sur Fukushima, sur pas mal de sujets. Et après, ils organisaient un débat. Donc, si vous voulez, voilà, des gens qui peuvent décider qu'ils projetteront tel film s'il les a motivés sur la question nucléaire, s'ils semblent pouvoir sensibiliser leurs concitoyens. Et à ce moment-là, on peut organiser des débats. Il y a des personnes autant sur Bordeaux que sur Toulouse, que sur plusieurs villes qui peuvent amener des discussions et des débats sur cette question nucléaire. Voilà. Donc, c'est surtout une multiplication horizontale puisque ça, je ne l'ai pas encore évoqué, mais c'est que les grands médias connaissent aussi la crise et ils ont besoin du lobby nucléaire pour vivre, de leur publicité, et donc ils sont très peu critiques vis-à-vis de cette énergie. Alors justement, une auditrice de Marseille nous disait il y a quelque temps, pourquoi ne pas organiser tous ensemble, les citoyens, une marche sur Paris? Alors oui, si vous voulez, ce qui va être fait à Paris le 9 mars, c'est quelqu'un de Paris qui a eu l'idée. Il a dit voilà, on peut encercler les cercles du pouvoir, on peut faire une chaîne humaine, etc. Ouais. Bon, banco, on a suivi son idée. Donc effectivement, cette idée-là peut être étudiée et puis retenue par le réseau comme une action réalisable. Oui. Là, tout est possible. Il faut avoir des idées. Après, il faut des gens qui soient capables de les mettre en œuvre. On l'a vu avec la grande chaîne humaine. C'est parti d'une idée d'une personne qui était sur la vallée du Rhône, qui a eu cette idée à Avignon, elle l'a portée, le réseau l'a retenue et ça a amené 60 000 personnes pour joindre Lyon à Avignon par une chaîne humaine. Donc voilà, tout ça c'est que des idées qui émanent de nous tous et qui peuvent être mises en œuvre ou pas, suivant les moyens, parce que c'est vrai qu'aussi que on est très peu nombreux pour le travail qui a amené quand même, parce que c'est quand même important, très important. Est-ce que vous avez quand même des aides de certains médias, notamment les réseaux sociaux, mais est-ce que certains médias, je parle pas peut-être de France 2 ou TF1, bien entendu, mais d'autres médias, est-ce qu'ils vous apportent leur soutien? Mais écoutez, le soutien, c'est comme celui que vous faites vous aujourd'hui avec votre radio en nous donnant la parole. Et voilà, ça c'est des soutiens qui sont importants pour nous dans la communication. Et ça, on a beaucoup ça au niveau des radios locales, oui. Ça c'est un phénomène qui est dénommé Rhizome, mais qui est très intéressant pour nous, oui. Est-ce que vous obtenez le soutien de certains journalistes? Alors, il y a eu des périodes, oui, et là actuellement c'est plutôt le creux de la vague. Voilà. Là on peut dire que c'est le creux de la vague. Ce doit être lié. Bon, ça c'est une présomption que je fais à la crise. Nous, là, on sent maintenant qu'on est quand même assez isolé. Il y a eu un flux après Fukushima, parce que beaucoup de journalistes ont mesuré que finalement, on n'était peut-être pas aussi fantaisiste qu'ils l'avaient cru. Et cette période-là, c'est malheureusement éteinte. Et je pense que c'est lié à la crise, c'est lié à beaucoup de choses qui font que la société va mal actuellement, quoi. Ouais.
Est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs? Ah ben oui, surtout qu'ils ne pensent pas que la lutte est perdue et que la victoire sera au bout de la lutte et qu'ils viennent nous rejoindre et que nombreux ils montent des groupes locaux, qu'ils s'organisent entre eux, qu'ils fassent des discussions, qu'ils voient comment ils peuvent agir collectivement pour démultiplier l'info et faire un peu ce que j'ai évoqué, l'idée du rhizome, que ce qui n'est pas retransmis par les grands médias puisse l'être directement par eux, par une information directe sur le terrain. Alors donc je suppose que vous avez mis toutes ces informations sur votre site internet? Absolument. Qu'est-ce que l'on peut trouver sur votre site internet? Des renseignements bien entendu, mais des vidéos, des rapports, qu'est-ce qu'on peut trouver? Voilà, donc vous avez tout un tas de choses qui concernent de toute la filière nucléaire. Vous avez toute la chaîne donc de la mine aux déchets, tous les éléments. Vous avez effectivement des vidéos de sensibilisation, d'information, comme sur Fukushima. Vous avez toutes les actions juridiques qui sont menées par le réseau vis-à-vis des gens qui ne respectent pas la loi dans le milieu nucléaire. Et vous avez également quelque chose, ça aussi c'est une idée d'un gars de Lille qui a dit, mais je ne vois pas sur Internet de liste des incidents qui se produisent à travers le monde. Et donc, suite à ça, ça a été réalisé. 3 mois après, on a mis en route avec lui ce site, et ce qui fait qu'il y a un endroit où vous avez toutes les informations sur les incidents qui surviennent à travers le monde en matière nucléaire. C'est vrai qu'il y a des pays où c'est pauvre, c'est-à-dire je vais parler de la Russie et de la Chine, et sur les autres, bon, c'est généralement des communiqués sibyllins. Mais ça s'appelle incident et accident partout, et par exemple, c'est quelque chose, encore une fois, qui est parti d'une idée d'un citoyen qui a dit, mais ça serait bien, voilà. Donc là-dessus, vous avez ça, et puis vous avez toutes les actions qui sont de terrain qui sont relayées, comme des chaînes qui sont faites un peu partout actuellement en France pour préparer celle du 9 mars. Donc des gens qui sont à l'initiative de petites chaînes pour dynamiser, pour inviter les gens à venir à Paris le 9 mars 2013. Donc tout ça, vous avez tout ça sur le site du réseau. Alors rappelons l'adresse du site internet de Sortir du nucléaire. Alors c'est sortirdunucléaire en un seul mot, .org. Marc Saint-Romand, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion. Bonne chance, bon combat et à très bientôt. Et merci beaucoup à vous pour ce relais d'informations et puis pour vos émissions. Vous revenez quand vous voulez, hein. Pas de problème. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Fréquence Évasion.